Prochain orateur, Monsieur Régis Juanico pour le groupe SRC, pour une durée de 15 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Guy Geoffroy vient de dire que ce texte, ce projet de loi organique, a le mérite d'exister. Alors, au risque d'être un peu impertinent, pas pernicieux, je ne me permettrai pas, pour notre collègue Guy Geoffroy, simplement faire quelques observations sur ce texte, dont d'ailleurs nous n'avons pas dit pour le moment que nous allions voter contre. Tout dépendra de la discussion des amendements tout à l'heure. Mes chers collègues, merci. Ce texte, d'ailleurs, du fait de sa modestie, je pense, évite d'abord un écueil, qui est un écueil qui, à mon avis, est un écueil qu'il faut absolument éviter, qui est important, qui est l'écueil de la démagogie et de la suspicion, ça a été très bien dit par différents collègues avant moi. Il ne faudrait pas laisser croire, aujourd'hui, sur la question du financement de la vie politique, qu'aujourd'hui, les partis politiques sont assis sur un tas d'or, ce n'est pas vrai, ou qu'aujourd'hui, des candidats aux élections, qu'elles soient nationales ou locales, profitent quelque part d'un système pour, quelque part aussi, s'enrichir. Il y a quelques abus, ça peut exister, à nous, législateurs, de les corriger petit à petit, mais nous devons de dire aujourd'hui aussi que notre vie politique, elle est encadrée par des règles strictes, par des règles transparentes en matière de financement. Et au moins, l'avantage de ce texte, je crois, par sa modestie, c'est que justement nous évitons ce piège de la démagogie. Il y a eu, par touches successives, pour la France, le fait de se doter, à travers les lois de 88, 90, qui est un texte très important aussi, quand même, Geoffroy, donc c'est partagé, je dirais, sur tous les bancs et toutes les couleurs politiques de l'Assemblée, 95, texte de 2003, mais aussi, je rajouterai, le dernier texte en date, celui du 14 avril 2011, que nous avons eu l'occasion aussi de discuter ici même, et dont Charles de la Verpillière était le rapporteur, même si nous aurions souhaité aller un peu plus loin, j'y reviendrai tout à l'heure. La France s'est dotée par touches successives, à travers ces lois, d'une législation sur le financement des partis et des campagnes électorales, qui certes est encore perfectible, mais aujourd'hui, il faut le dire quand même, que ce sont des lois et des règlements qui permettent aujourd'hui quand même d'être relativement complets et rigoureux. L'aide publique aux partis politiques, l'encadrement des financements privés dont les partis peuvent bénéficier, le plafonnement des dépenses électorales des candidats, la transparence des ressources et des dépenses, et le fait aussi que ces ressources et ces dépenses et cette transparence soient soumis au respect de la législation et aussi à un contrôle et éventuellement des sanctions. Donc je dirais que l'écueil de la démagogie est au moins évité avec ce texte. Le coût d'une campagne pour les élections présidentielles, nous l'avons dit, c'est à peu près un peu plus de 220 millions d'euros. En tout cas, c'était le coût en 2007, sans doute le coût en 2012. C'est difficile de faire des prévisions en l'état. Mais ce qu'il faut pouvoir dire à nos concitoyens, c'est qu'effectivement, la démocratie, notre République, le fait d'organiser des élections, ça a un coût précisément. Le coût des remboursements des frais de campagne aux candidats, c'est très bien dit d'ailleurs dans le rapport, c'est 25% du coût total. C'est à peu près 45 millions d'euros. Et puis il y a tout le reste. Bon, sur tout le reste, on fait preuve de moins d'imagination. C'est pas évident parce que l'organisation matérielle des élections, c'est forcément imprimer des bulletins de vote, c'est organiser matériellement dans les bureaux de vote, effectivement, un certain nombre de règles très précises. Mais il faudrait songer, je pense aussi, à regarder quel type d'économies, même si elles sont relativement incompressibles, nous pourrions aussi réaliser sur ces, je dirais, 75% du coût des campagnes électorales qui ne relèvent pas des frais engagés par les candidats. Alors, le projet de loi organique que nous examinons ce soir, je crois, il faut le prendre pour ce qu'il est.
c'est-à-dire un projet de loi organique de l'ordre du symbole. Et d'ailleurs, Charles de la Verpillière l'a très bien dit en commission, je le cite, « En cette période de crise, chacun doit participer, fût-ce de manière symbolique, aux efforts budgétaires indispensables pour redresser notre situation financière. » Il a ajouté, il l'a répété tout à l'heure, que les responsables politiques avaient un devoir d'exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens. Je le rejoins sur le devoir d'exemplarité, sur l'aspect aussi symbolique du texte, puisque, et là, si on regarde bien les annonces qui ont été faites par le Premier ministre François Fillon le 7 novembre dernier dans le cadre des annonces de son plan de rigueur, si on prend les 3 grandes mesures effectivement qui concernent le financement de la vie politique, nous restons quand même dans l'ordre du symbole et dans un texte à minima. Le gel des revalorisations des plafonds de campagne. Alors, vous avez cru bon d'ajouter tant que l'équilibre des finances publiques ne sera pas revenu. Je rappelle quand même que la dernière revalorisation par décret, elle date de 2009. J'ai envie de dire heureusement. Il n'y aura pas de revalorisation pour 2010, 2011, 2012, et puis les années qu'il nous reste pour parvenir à nouveau à l'équilibre des finances publiques. Mais enfin, quand même, ça fait quand même un paquet d'années que cet équilibre des finances publiques n'est plus au rendez-vous, bien évidemment, de nos exercices budgétaires. Et je crois que, bon, là-dessus, c'est une règle qui est amenée quand même à vivre un certain nombre d'années et un certain temps. La deuxième mesure, c'est sur le taux de remboursement, le coup de rabot sur le taux de remboursement concernant les campagnes électorales. L'économie attendue est de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Donc tout à l'heure, quand on a évoqué le coût d'une élection présidentielle à 45 millions d'euros, il y avait à l'époque 12 candidats en 2007. On ne connaît pas encore le nombre de candidats pour 2012. Mais c'est vrai que 3,6 millions d'euros sur 45, c'est pas avec ça, je l'ai dit tout à l'heure, que nous allons renflouer les caisses de l'État. On a parlé de redressement des finances publiques, alors c'est pour ça que j'évoque effectivement le niveau, bien évidemment, de ce que pourrait être l'effort. La troisième mesure, c'est le coup de rabot de 5% à l'aide publique en direction des partis politiques. Vous n'avez pas entendu pousser des cris d'orfraie, ça serait malvenu, d'ailleurs, je crois, quand on nous impose 5% de réduction de cette aide. Ça représente d'ailleurs un peu plus pour les grands partis, ce qui est normal, que pour les petits partis politiques, ce qui n'est par contre pas le cas pour le taux de remboursement pour les campagnes électorales, qui va plutôt désavantager les petits partis politiques. Mais 1,7 million d'euros d'efforts pour l'UMP, 1 million d'euros pour le Parti socialiste, pourquoi pas? Je ne pense pas que c'est ces annonces-là qui conduiront ces formations politiques où l'UMP, par exemple, a annoncé un plan social ou un plan de licenciement massif dans ses rangs au moment où ce parti va emménager dans ses nouveaux locaux. Bon, donc nous l'acceptons de bonne grâce, mais je dirais que, additionnés les unes aux autres, nous sommes dans des économies de l'ordre de 7 à 8 millions d'euros. Pour le gel de revalorisation, je dirais, est aussi symbolique, mais je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin, et c'est les regrets que je voulais exprimer à ce micro ce soir, si nous avions notamment intégré 2 dispositions que nous avions évoquées lors de l'examen des propositions de loi visant à renforcer la transparence financière de la vie politique, celles que nous avions proposées au nom du groupe socialiste radical et citoyen, juste avant que celle dont le rapporteur était Charles de la Verpillière soit examinée ici même à l'Assemblée nationale, et qui touchait à 2 propositions qui, pour le coup, auraient pu ajouter des économies substantielles à celles qui étaient proposées dans le texte. La première proposition, c'était ce que nous avions formulé sur l'interdiction pour un parlementaire de métropole de se rattacher à un parti qui est éligible à l'aide publique au seul titre de ses résultats outre-mer. Vous savez que ça existe encore. Parti de M. Masson, par exemple, dans l'Est de la France. M. Huneau n'est plus là. Enfin bon, il aurait pu nous détailler de façon très précise comment le nouveau centre s'est apparenté avec
un élu, ou une élue plus exactement, de l'outre-mer pour pouvoir prétendre à la deuxième fraction de l'aide publique de l'État. Mais bon, j'ai vu récemment, mais ça ne concerne pas l'outre-mer, que des responsables politiques étaient soucieux de se dégager de la tutelle financière de l'UMP, avaient aussi choisi d'autres formations politiques pour se rattacher. Enfin bref, en tout cas sur l'outre-mer, j'évoquais M. Borloo, si vous voyez pas à qui je faisais référence. Mais là, en tout cas, en ce qui concerne l'outre-mer, il y a un contournement de la loi qui continue à exister de ce point de vue-là, et nous aurions pu faire des économies substantielles, plusieurs centaines de milliers d'euros sans doute, voire plusieurs millions d'euros. Le deuxième regret, il concerne bien évidemment la question du plafonnement global des dons de personnes physiques aux partis politiques et aussi aux campagnes électorales, même si sur les campagnes électorales, les règles sont plus claires. C'est un contournement de la loi. Vous savez qu'on peut aujourd'hui multiplier les dons à différents partis, au-delà même de 7 500 €. Et nous en avons eu des exemples récemment, nous l'avions évoqué à l'occasion de l'affaire Woerth-Bettencourt. Nous pensons effectivement que, alors que nous avons un plafonnement à 4 600 € de dons pour les campagnes électorales, mais qui vaut pour toutes les campagnes électorales organisées pour la même élection, vous savez que le plafond à 7 500 € des dons de personnes physiques aux partis est un plafond qui est applicable parti par parti. Ainsi, il est tout à fait possible à une même personne de verser plusieurs fois 7 500 € à autant de partis politiques qu'elle le souhaite. Alors le fait d'avoir cette faculté de donner plus de 7 500 € par an aux partis favorise objectivement la création de ce que l'on a appelé les micro-partis, mais qui sont des formations politiques qui sont enregistrées auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de politique. Et on a eu l'occasion de le dire, mais je crois que c'est un constat qui est partagé par tous, on est passé en 20 ans de 28 micro-partis enregistrés à 296 formations qui sont maintenant enregistrées à la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la politique. 10 fois plus en l'espace de 20 ans. Et depuis 2 ans, ce sont 40 micro-partis qui sont souvent des micro-partis qui financent une activité politique locale ou nationale d'une personnalité, mais qui ont quand même de lointains rapports avec ce que nous appelons le financement de la vie politique. Je veux simplement souligner par là que ces micro-partis échappent aux mesures de rigueur qui ont été annoncées, parce qu'elles ne sont pas éligibles, pour le coup, elles, à la première ou à la deuxième fraction de l'aide publique de l'État. Vous savez que pour la première fraction, il faut avoir 50 candidats dans les circonscriptions métropolitaines qui ont obtenu en moyenne au moins 1% des suffrages exprimés. Les micro-partis n'ont pas vocation à présenter des candidats pour une très très grande majorité. Et donc, ce que nous disons, c'est que si ces deux dispositions avaient été adoptées, non seulement nous aurions pu corriger les failles qui existent encore de notre législation, mais nous aurions surtout fait le choix d'économies substantielles pour les finances publiques, d'autant plus conséquentes, en tout cas beaucoup plus conséquentes que celles présentées dans le projet de loi organique. Puisque si nous avions plafonné les dons de personnes physiques aux partis à 7 500 € et pas plus, nous aurions contribué à limiter le montant de réduction d'impôt qui résulte de dons ou de cotisations versés à des partis politiques. Je veux juste rappeler, pour donner un ordre de grandeur, que la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la politique évalue la dépense fiscale chaque année pour les dons pour les campagnes électorales et les dons aux partis politiques à plus de 30 millions d'euros. Donc là, nous avions la possibilité aussi, je dirais, de faire participer aux efforts de redressement des finances publiques chers à Charles de la Verpillière un certain nombre de contribuables. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, bien évidemment, ce texte, il nous paraît modeste, symbolique, sans doute incomplet, et je comprends mes collègues Urvoas et Dosière quand ils souhaitent dire aujourd'hui comment ils auraient souhaité, en notre nom, compléter ce texte. Maintenant, nous allons pouvoir examiner un certain nombre d'amendements et nous vous donnerons notre position à la fin de la discussion, comme il se doit. Merci beaucoup. Merci. La discussion générale